Bien, bonjour donc à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce soir un ouvrage qui, à proprement parler, n'est pas un livre que j'ai rédigé, puisque ce sont essentiellement des textes de Marx, mais qui s'appelle Marx de A à Z, qui est apparu en novembre dernier. Alors, pourquoi cet ouvrage? Comment et sert-il à quelque chose pour résumer à l'extrême. Bon, nous sommes dans une conjoncture où, par rapport à il y a 30 ou 40 ans, il y a une sorte de regain d'intérêt pour Marx, pour différentes raisons. Bon, l'exemple que l'on donne souvent, c'est après la crise des subprimes, donc il y a une dizaine d'années, il y a eu un certain regain d'intérêt pour Marx, crise du capitalisme. Les gens commencent à regarder à nouveau les auteurs qui ont critiqué le capitalisme à un moment donné, en tout cas qui l'ont analysé en profondeur pour apporter une perspective critique. Et donc depuis lors, alors que Marx avait été quand même un petit peu enseveli suite à la chute du mur de Berlin, on a constaté une forme de regain d'intérêt. Alors, ça c'est le point d'entrée. À partir de là, vous avez eu toute une série d'ouvrages de et autour de Marx. Il y a des choses très pointues, il y a des choses de vulgarisation. Bon, moi, pour me situer, je suis historien, par ailleurs intéressé par Marx et le marxisme depuis une quinzaine d'années. Bon, je travaille à l'université, donc je vois à peu près à quoi ça ressemble des étudiants normalement, des étudiants en histoire, donc qui sont censés s'intéresser, pardonnez-moi, à un certain nombre d'épisodes historiques. Et donc, depuis quelques temps, j'ai fait le choix aussi, à côté de travaux plus précis, historiques, qui sont le cœur de mon métier, de faire des ouvrages, entre guillemets, d'introduction, un certain nombre d'auteurs, partant du principe que nous vivons dans une époque où, certes, il peut y avoir des regains d'intérêt à Marx, mais où aussi, pour toute une série de raisons, rentrer dans les textes de Marx aujourd'hui est devenu extrêmement compliqué. Je vous prends 2-3 exemples et après je vais vous parler de la démarche du livre plus en tant que tel, pardonnez-moi. Si vous prenez même des textes historiques, par exemple sur Marx, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, qui porte sur la prise du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III, le Second Empire, donc les lendemains des révolutions de 1848. Je dis ça parce que c'est le premier texte que j'ai édité de Marx donc, en 2007. Bon, c'est un texte qui comporte toute une série d'aspects très intéressants en termes d'analyse du matérialisme historique sur qu'est-ce qu'une révolution, qu'est-ce qu'une classe sociale en révolution, qu'est-ce que telle ou telle dirigeance représente en révolution, la paysannerie est-elle une classe révolutionnaire ou pas, a-t-elle joué un rôle dans le soutien de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un texte qui mobilise les imaginaires politiques, parce que Marx parle beaucoup par exemple de la tradition napoléonienne qui joue beaucoup dans les campagnes à l'époque, et qui a porté donc, le neveu de Napoléon Ier qui devient Napoléon III, enfin bref. Donc tout ça, quand je vous le résume comme ça, c'est intéressant, on voit à peu près de quoi on parle, il y a les traditions politiques qui perdurent, il y a une formule très célèbre, la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants, pardon. Donc vous avez tout ça. Simplement, si vous me permettez l'expression, si vous balancez le texte tel quel, sans expliquer d'abord tout le contexte historique de restituer et autres, pour moi, enfin pas pour moi personnellement, mais pour l'environnement que j'ai envie de faire lire, enfin, j'ai envie de convaincre de lire Marx, ce sont des textes qui sont devenus quasiment illisibles. Parce que ce sont des textes parfois d'actualité, où il y a des références très précises à tel ou tel événement. En fait, vous butez trop de fois sur trop de choses pour pouvoir rentrer dans le texte. J'ai constaté ça en donnant à lire, en discutant plusieurs fois. En plus, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, c'est pas très très long. Si vous prenez le Capital, ne serait-ce que le livre 1, paru en 1867, traduit en français entre 1872 et 1875, vous savez que ce texte est une analyse critique du capitalisme britannique, dans un optique de le contester, voire de le renverser, mais c'est un ouvrage globalement d'économie politique qui mobilise énormément de chiffres, de données pour analyser le capitalisme de l'époque. De la même manière, si je vous parle de l'exploitation des travailleurs par les capitalistes, de la plus-value sur les travailleurs, on dit parfois sur valeur, mais qu'importe, ce n'est pas le débat du jour, sur l'accumulation primitive du capital, comment le capitalisme a arraché les paysans à leurs terres et les a fait venir dans des usines. Vous avez des passages même assez beaux d'un point de vue littéraire de Marx qui expliquent tout cela très bien. Simplement, si vous donnez le livre 1 du Capital en tant que tel à des gens qui n'ont pas de connaissances un peu précises sur le 19e siècle, qui n'ont pas l'habitude de lire des livres longs, il y en a de plus en plus, c'est peine perdue. Enfin, vous pouvez même provoquer d'ailleurs l'effet contraire, ça m'est déjà arrivé, je le dis de plus tranquillement, c'est qu'en voulant faire lire des textes comme ça, tel quel, vous risquez de quasiment créer un effet répulsif par rapport à Marx. C'est pas propre à Marx, mais bon, on parle de Marx ce soir, il y a d'autres auteurs du 19e siècle très intéressants, pour qui vous auriez entre guillemets la même réaction. Donc, je pourrais multiplier les anecdotes, mais ces anecdotes,
n'en sont pas, parce qu'anecdotique, comme vous savez au français, ça peut vouloir dire quelque chose de marginal, mais elles montrent bien une chose, c'est que pour introduire un Marx, il faut que ceux qui l'aient lu et qui pensent que Marx peut être utile aux gens d'aujourd'hui pour analyser un certain nombre de choses, il faut faire un effort d'introduction. Et cet effort d'introduction, vous savez, on en parle aujourd'hui en 2022, si vous prenez les dernières volontés de Marx, qui est mort en 1883, parmi ces dernières volontés, il y avait le souhait de faire lire le Capital aux Français. Le Capital avait été traduit en français, hein, je l'ai dit, entre 1872 et 1875, assez peu diffusé, trop long, trop gros, puis à l'époque, c'est avant Jules Ferry, hein, donc les gens ne savent pas beaucoup lire et écrire et autres, hein, donc voilà, il y a cet enjeu-là. Mais d'entrée de jeu, Marx voyait, notamment pour la France, pour toute une série de raisons, qu'il fallait vulgariser. Et Marx meurt en mars 1883, et à peu près au moment où il meurt, paraît un abrégé du Capital qui est fait par un socialiste de l'époque, Gabriel Deville, qui est d'ailleurs pas très bien fait, mais c'est pas l'enjeu. Marx, dans ses correspondances avec toute une série d'amis, à commencer par Engels, voulait qu'il y ait des abrégés, des bréviaires de son Capital, parce qu'il savait que le Capital pouvait éventuellement être maîtrisé et lu par des cadres du mouvement ouvrier déjà politisés et autres. Vous savez, ensuite, il y aura les écoles de formation dans les organisations ouvrières. Ce sera pour ça aussi, hein. Ce sera parce que pour que les classes populaires puissent s'approprier des textes aussi compliqués, il fallait en passer par des structures même scolaires, au sens strict. Hein. Bon, je disais qu'à l'époque, il n'y avait pas le même niveau de scolarisation et autres, mais on peut dire que vu la déstructuration de l'école un siècle et demi plus tard, on peut peut-être en revenir à des choses comme ça, mais c'est encore un autre débat. Mais ça, en tout cas, ça pose la question de la vulgarisation, et ce n'est pas une question de post-2010, hein, parce que j'ai commencé par les subprimes, mais Marx, ça le préoccupait lui-même. Et si vous regardez, pour avancer un peu chronologiquement, et on arrivait quand même enfin au livre en tant que tel, même dans les années 1960-70, pour avoir travaillé un peu sur la réception du marxisme, ses usages et autres, qu'est-ce que vous constatez? Bien sûr que les textes de Marx à l'époque se vendaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il est toujours difficile de savoir, vous achetez un livre, vous ne le lisez pas forcément, vous l'achetez parce que c'est un auteur connu, parce que vous l'aimez bien, c'est comme les biographies historiques. Les gens achètent les biographies, bon, selon votre courant politique, de Robespierre au roi de France, mais ça ne veut pas dire que les gens le lisent beaucoup, mais ils ont envie d'avoir un ouvrage qui, symboliquement, dans leur bibliothèque, correspond un peu à leur opinion. Donc ça, c'est une appropriation minimale d'un livre, et ça existe, hein. C'est toujours mieux que de rien acheter. Enfin, oui, ça veut dire quelque chose, vous feuilletez un peu. Vous regardez, déjà dans les années 60-70, où il y avait quand même un autre niveau d'intérêt pour tout ça, même là, vous aviez déjà beaucoup de choses qui vulgarisaient Marx, qui essayaient de le simplifier pour introduire. Bien. Donc, tout ça étant, la maison d'édition qui s'appelle Que sais-je, vous connaissez probablement Que sais-je parce qu'il y a des Que sais-je des presses universitaires de France, donc le monde de l'édition est lui aussi lié aux restructurations capitalistes, donc Que sais-je est maintenant une maison d'édition autonome, hein, dans le cadre d'un grand groupe qui a tout racheté, mais enfin bref, et qui donc a lancé une nouvelle collection il y a quelques années de Que sais-je qui consiste à introduire à des entre guillemets grands penseurs à partir des textes eux-mêmes, mais des textes qui sont choisis par quelqu'un qui a lu à peu près toute l'œuvre et qui peut sélectionner ce qu'il estime être le plus clair et le plus simple à comprendre, sous forme entre guillemets d'anthologie dictionnaire, on pourrait dire c'est entre les deux, puisque l'ouvrage s'appelle donc Marx de A à Z. C'est vraiment de A à Z au sens strict, puisque ça commence par, si je ne dis pas de bêtises, abstraction, j'ai pas beaucoup de chance de me tromper, parce que AB, c'est pas sûr, et abolition, abstraction, et ça va jusqu'à, il n'y a pas de Z, hein, ça je m'en souviens, mais ça va jusqu'à au moins violence, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc l'idée c'était de choisir quelques dizaines de termes, compréhensibles par à peu près n'importe qui, d'entrée de jeu, donc pas des termes trop philosophiques, même si dans le contenu après ça va être éventuellement philosophique, et de choisir à chaque fois 2-3 pages qui permettent à la personne qui aura cet ouvrage d'avoir une idée à peu près globale de ce qu'a voulu dire Marx à un moment donné sur tel ou tel terme. Alors évidemment c'est extrêmement risqué parce que selon les termes, Marx n'a pas voulu toujours dire la même chose sur un certain nombre de choses, bien sûr, mais ça permet, me semble-t-il, de faire en sorte que vous ayez des définitions données par Marx lui-même d'un certain nombre de choses. Parce qu'il y a plusieurs travers dans ce genre de situation. Si vous faites vous-même un résumé d'un certain nombre de concepts, ce qui peut s'entendre, objectivement ça existe déjà, je l'avais moi-même fait dans un autre ouvrage précédent, il y en a plein partout,
ça a un intérêt, mais encore une fois, ça existe déjà. Là, je trouve que donner la parole à Marx lui-même permet en plus de montrer que si vous faites le choix, vous, des textes, des petits bouts perdus dans le Capital, par exemple, vous avez des choses qui sont souvent extrêmement claires sur la dialectique, l'accumulation primitive du capital et autres. Alors, nombre de spécialistes me diront qu'il n'y a jamais eu de définition précise de la part de Marx de tel ou tel terme, des classes sociales. Bien sûr qu'il est revenu, et souvent en allant de l'empirie à la théorie et vice-versa, sur un certain nombre de choses. Mais il existe aussi un certain nombre de textes où Marx a voulu quand même s'adresser à un public plutôt populaire, ou en tout cas de cadres ouvriers politisés. Il y a par exemple le travail salarié capital et salaire prix profit, qui sont des textes dits des conférences qui présentent à un public comment fonctionne l'économie capitaliste. Donc finalement, je crois qu'on peut essayer de reprendre les intuitions de Marx lui-même, qui voulait vulgariser sa pensée, en passant tout simplement par ces textes. Alors, c'est pas forcément évident à faire, et je précise aussi que si tout est de Marx dans le livre en tant que tel, l'éditeur, le principe de la collection, m'avait demandé une introduction d'une cinquantaine ou trentaine de pages pour expliquer, comment dirais-je, bon bah d'abord, puisque vous partez du principe de A à Z, vous partez du principe qu'il y a des gens qui peuvent connaître rien, ou vaguement Marx, donc il y a un aspect biographique, et puis j'ai essayé de montrer qu'il y a quelques points saillants dans sa pensée, sur lesquels je pourrais revenir, l'analyse du capitalisme, une pensée de l'histoire, une pensée matérialiste, toute une série de choses, et j'ai essayé de prendre quelques points saillants qui sont, si je puis dire, un peu aussi dans le débat public, notamment sur le rapport par rapport à la question coloniale et à la question des peuples non européens. Je vais y revenir juste après, parce que à la fois Marx, comme un de ses biographes le dit, est un homme du 19e siècle, est marqué par des problématiques et celles de son temps, mais il a quand même posé un certain nombre de définitions, qu'il a parfois laissées ouvertes, qu'ensuite toute une tradition marxiste a fait vivre au XXe et au XXIe siècle. Bon, moi j'insiste souvent sur ce point-là, et d'ailleurs à chaque fois que je fais des introductions à Marx, je dis toujours aux éditeurs, je dis moi je veux bien faire ça, mais je veux parler aussi des traditions marxistes après, parce que ce qui est aussi très à la mode, ce qui peut s'entendre, ce qui peut se justifier, mais moi je trouve que c'est se priver tout simplement de moyens de penser, c'est de dire, bon écoutez, il y a eu une catastrophe qui s'appelle le marxisme, qui a vulgarisé, mais dans le mauvais sens du terme, vous savez que vulgarisation, en français, c'est pas, enfin ça peut être, vulgaire c'est négatif, mais la vulgarisation en tant que telle, c'est pas négatif. La vulgarisation, si c'est bien fait, c'est positif. Mais moi, je pense que vous avez un certain nombre de questionnements que Marx a effleurés, et je vais en prendre encore une fois 2-3 après, auxquels une série de marxistes ont répondu, et qui méritent d'être cités et mentionnés à chaque fois que l'on introduit à Marx. Par exemple, vous avez une mode, tout est relatif, mais enfin quand même, autour de Gramsci, vous savez, le fondateur du Parti communiste italien, la lutte pour l'hégémonie, même à l'époque Sarkozy s'est amusé de citer ça, donc vous voyez, ça a essaimé. Mais si vous prenez, en termes de stratégie politique, la question des alliances, la question des phénomènes comme le fascisme et autres, bon, je veux dire, le retour à Marx pour le retour à Marx en tant que tel est évidemment bien, il pose un certain nombre de principes, mais si votre propos consiste à dire, parce que ça je dis l'introduction, parce que d'autres introductions à Marx ne le disent pas, consiste à dire, bon moi je retourne à Marx, parce que vraiment le marxisme c'est une série de catastrophes au XXe siècle, bon moi je trouve ça assez stupide historiquement, parce que c'est passé par-dessus toute une série d'expériences, même pour en dire du mal, mais aussi parce que en plus, on m'interpellait juste avant la conférence sur ce sur quoi je travaille en ce moment. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la question nationale et les marxistes, les socialistes. Moi, je peux vous dire, j'ai lu en long, en large et en travers à peu près, pas tout le monde, enfin beaucoup de textes de Marx et de marxistes sur la nation et la nationalité. Bon, vous avez des marxistes au XXe siècle qui ont fourni des réponses, je ne dis pas qu'elles sont forcément justes, mais très intéressantes à l'analyse des problèmes liés aux nationalités, aux phénomènes migratoires et autres. Problèmes, questions, c'est pas forcément des problèmes, qui n'avaient pas la même ampleur à l'époque de Marx. Évidemment qu'il faut repartir de Marx, mais il faut aussi lire les gens qui ont été après lui, les marxistes. Sinon, on se prive d'un certain nombre de choses. Alors, puisque je voulais prendre quand même quelques exemples à partir de Marx et de ses textes, bon, parmi les éléments de controverse qui existent dans la gauche contemporaine et qui prennent leur source au XIXe siècle, vous avez la question coloniale, la question qu'on dit post-coloniale, c'est-à-dire tout ce qui est processus, même de
phénomène migratoire suite à la décolonisation, notamment dans les pays comme la France, qui évidemment était deuxième plus grande puissance coloniale du monde. Alors, il y a toute une tradition qui perdure jusqu'à nos jours dans les études dites postcoloniales, qui sont très connectées, très branchées, si vous me permettez l'expression, aux critiques de la domination, hein, ce qui n'est pas la critique de l'exploitation, hein, justement, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose, et qui sont très focalisées sur les questions dites raciales, sur la question du racisme, toutes questions qui sont effectivement légitimes à poser, et qui ont une tendance souvent à délégitimer totalement la tradition socialiste au sens large, la jugeant trop, comment dirais-je, européocentrée. Et souvent, dans cette critique-là, Marx est mis au milieu de cette tradition-là. On considère, par exemple, que Marx est en gros, bon, il a vécu à Londres une grande partie de sa vie, hein, après la Révolution de 1848, il a été expulsé, que globalement, ce qu'il a fourni comme analyse vaut pour le capitalisme occidental, pour quelques grands pays occidentaux, mais que sur les questions des peuples non européens et les questions coloniales, en gros, il est très largement passé à côté. Donc ça, c'est une dimension, c'est pas à prendre à la légère, parce que si vous dites que les questions dites postcoloniales, ou les phénomènes coloniaux ou néocoloniaux qui continuent à exister aujourd'hui, hein, évidemment pas qu'en France, eh bien, ces phénomènes-là, la tradition socialiste, notamment incarnée par Marx, n'a rien à dire là-dessus, parce qu'elle est trop centrée sur, en gros, l'Allemagne, l'Angleterre et la France, qui était quand même essentiellement le cadre mental et philosophique de Marx. Et dans ce cas-là, vous pouvez lire Marx, vous pouvez faire des anthologies, c'est un intérêt historique, éventuellement antiquaire, pour ceux qui méprisent un peu les choses un peu anciennes, mais ça n'a pas d'intérêt, si vous voulez, ça n'a plus de pertinence dans l'actualité, ou en tout cas, ça en a moins qu'à d'autres époques. Bien. Ben, si vous prenez par exemple cette question-là, et si vous revenez aux textes de Marx eux-mêmes et à son évolution sur ces questions-là, qu'est-ce que vous constatez? Là, il y a plusieurs entrées là-dessus, sur la question coloniale, sur la question de la violence, sur la question de l'histoire, sur la question de la centralisation, c'est une question qui traverse plusieurs points. Et vous constatez qu'effectivement, après, je vous fais l'autre point de vue très rapidement, certains vont vous dire, mais non, pas du tout, la tradition marxiste a toujours été anticolonialiste, ça c'est pas vrai non plus. Marx, son pari historique, il est né en 1818, en 1848, lorsqu'il écrit le manifeste du Parti communiste, avec Engels, donc c'est un manifeste pour une organisation qui s'appelle la Ligue des communistes, bref, il est clair que son pari concernant la révolution sociale et tout ce qui critique du capitalisme, et c'est globalement le même projet au départ pour le capital, c'est la Grande-Bretagne, qui a connu la révolution industrielle, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, éventuellement les marges de la Russie, mais c'est à peu près tout. Il ne pense pas à ce moment-là véritablement comme un penseur monde, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que Marx a une évolution sur ces questions-là. D'abord, vous avez quelques textes de solidarité, par exemple avec la révolte des Cipayes en 1857, qui est une grande révolte dans l'Inde coloniale. Et surtout, Marx a plusieurs grands projets intellectuels inachevés. Le plus connu, c'est le Capital. Hein. Vous savez, il y a le Capital livre 1, mais les livres 2 et 3, qui sont très intéressants aussi, sont des livres qui ont été publiés post-mortem par Engels, parce que c'est des manuscrits, etc. Si vous êtes passionné par les controverses sur les manuscrits, j'en connais quelques-uns, donc on pourra en discuter avec, mais ce n'est pas l'enjeu, là, justement, dans une optique de A à Z. Et Marx, avec ce projet, le plus connu, finir le Capital. Il ne l'a pas fini. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marx avait, à la fin de sa vie aussi, lancé un autre projet, encore moins abouti, et il y a tellement peu de traces qu'effectivement, c'est difficile d'en tirer quelque chose, mais quand même, qui était de faire une histoire mondiale, on dirait aujourd'hui. Alors, c'est devenu très à la mode, mais en fait, le fait de faire une histoire monde était déjà quelque chose présent chez les philosophes des Lumières, même si c'était souvent anthropologiquement et pour le coup assez européocentré, et au XIXe siècle, c'est un projet qui demeure, et Marx veut essayer de faire une histoire générale des sociétés humaines, on dirait. Donc il a pris quelques notes et autres, sur toute une série de civilisations, et il découvre progressivement l'intérêt qu'il y a à travailler sur les peuples, entre guillemets, non européens. Et les dernières années de sa vie, et c'est là où le côté retourné au texte a une utilité, eh bien Marx s'est véritablement décentré par rapport à ce qu'il pouvait dire même au manifeste du Parti communiste en 1848, et a envisagé par exemple sa dernière préface, parce que le manifeste du Parti communiste est traduit en plusieurs langues, et à chaque fois il faisait une préface, presque à chaque fois. Et un de ses derniers textes de son vivant, c'est une préface qu'il a faite à l'édition russe du manifeste du Parti communiste, où il envisage que pour des pays comme la Russie,
on puisse se passer éventuellement de l'étape du capitalisme. Pourquoi? Parce que, bon, je rappelle, le pari historique plutôt du marxisme, c'était de dire le capitalisme développe l'industrie, dans les industries sont concentrées des masses d'ouvriers, et que le nouveau sujet historique qui peut critiquer, voire renverser le capitalisme, ce sont ces masses d'ouvriers concentrées. Bien, globalement, je simplifie, mais enfin quand même, c'était quand même beaucoup là-dessus qui comptait initialement. Évidemment, ce n'était pas du tout la même chose dans un pays comme la Russie. Il y avait des concentrations industrielles, et surtout une immense paysannerie, qui à l'époque était très largement majoritaire, et qui va rester d'ailleurs, qui sera encore très majoritaire au moment de la Révolution. Et là, Marx, qui a appris le russe en autodidacte, à la fin de sa vie, donc il peut lire et comprendre le russe, on arrive à dire, je paraphrase, hein, la préface est dans l'anthologie, enfin l'extrait en question, et de dire, voilà, dans des pays comme la Russie, mais sous-entendu parce qu'il travaille sur d'autres continents aussi à ce moment-là, il existe des traditions égalitaires qui sont pré-capitalistes. Pour dire les choses plus précisément, il y a un mot en russe qui veut dire mir, qui veut dire paix, mais qui renvoie aussi à la paix entre les individus, qui renvoie à la communauté paysanne russe traditionnelle. Si vous voulez, en France, ce serait l'équivalent des biens communaux qui existaient avant leur partage avant la Révolution, c'est-à-dire les traditions communautaires qui existent chez la paysannerie, où la terre est collective et où on se partage tel fruit de tel arbre, etc. Ça nous paraît bien loin désormais, parce que le capitalisme a justement, comment dirais-je, un peu ravagé tout ça. D'ailleurs, Marx, un de ses premiers textes, c'est sur les vols de bois, hein, la critique de ça. Bref, je referme la parenthèse, parce que j'étais plutôt sur le vieux Marx. Et il voit qu'en Russie, il existe une tradition de révolte, hein, au XVIIIe siècle, la révolte de Pougatchev, etc. Et dans un certain nombre de pays, la révolte se fait au nom, entre guillemets, d'un certain nombre de traditions. Et là, il pense qu'en Russie, il pourrait y avoir un passage au socialisme, non pas en passant nécessairement par l'étape capitaliste, mais en se basant justement sur les traditions, entre guillemets, agraires. Alors, il ne faut pas non plus, parce que après des gens en font des tonnes en disant « Regardez, Marx, en fait, il a complètement changé son braquet ». Non, mais ce qui est vrai, et de ce point de vue-là, il effectue un mouvement contraire de plein d'autres socialistes qui sont effectivement très européocentrés et incroyablement colonialistes. Enfin, je pourrais vous en parler longuement, parce que pour un collègue qui m'a demandé de travailler sur des trucs très précis, sur l'édition française de Marx, du Capital, vous voyez, plus vous avancez chronologiquement, plus Marx prend conscience de ce qu'un collègue appelle une théorie multilinéaire de l'histoire. C'est-à-dire, alors qu'il avait plutôt objectivement un pari historique, qui était le renversement du capitalisme dans les grands pays industrialisés, au bout d'un moment, il en vient à envisager qu'effectivement, les choses puissent se passer différemment dans différentes contrées, notamment dans les espaces impériaux et coloniaux. Et donc ça, c'est important, parce que ça ouvre des possibilités de penser à partir d'un certain nombre de choses, ce que, habituellement, certains dénient à Marx, justement, en disant « mais regardez, c'est juste une pensée occidentale, fondamentalement coloniale, qui est incapable de penser l'altérité ». Donc là, en revenant tout simplement au texte de Marx, hein, non pas en spéculant à partir de toute une série de traditions marxistes, parce qu'il y en a beaucoup, là, vous pouvez effectivement revenir sur les textes et montrer qu'il y a un intérêt et une subtilité par rapport au rapport entre, on dirait, Orient et Occident. Enfin, c'est un mot qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, quand on parlait de la question d'Orient, vous savez, l'Orient, c'était un vaste ensemble géographique qui commençait aux portes de Vienne et qui se terminait donc à Pékin. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, là, je reviens au texte Marx lui-même, et que d'une certaine manière, il annonce éventuellement les traditions marxistes anticoloniales. Bon. Je n'irai pas jusque-là, parce que, pourquoi? Et ce qui est intéressant justement, c'est que, et je vais prendre ce dernier exemple, c'est que même les textes de Marx, qui sont les plus classiques, comme le Manifeste, je me suis fait la réflexion, justement en me disant, bon, je lis Marx, moi, voilà, puis bon, moi je suis historien en plus, hein, donc je travaille sur un certain nombre d'acteurs à une époque donnée, et j'essaye toujours de mettre un peu dans leur peau, dans leur esprit. On parlait, mais beaucoup de gens m'ont posé la question, parce que je fais un livre sur la révolution allemande au moment de la Première Guerre mondiale, et tous les gens me demandent à chaque fois, mais alors est-ce qu'on peut parler de révolution? Et ma réponse est systématiquement, bon, il y a toute une série de domaines, hein, la propriété, les changements politiques, mais d'abord le premier truc qui m'intéresse moi, c'est les acteurs, c'est-à-dire que quand ils jouent leur rôle à leur époque donnée, est-ce qu'eux, ils pensent être en révolution? Est-ce qu'ils ont la conscience d'être dans cette situation-là?
Et à cette question, la réponse est plutôt oui. Et il se trouve que quand vous lisez des textes, en révolution, ou quand vous êtes militant, ou révolté et autres, ça a une fonction de lire un texte. Vous n'êtes pas Jean-Emmanuel Ducange qui se pointe un siècle après et qui vous dit « Non, regardez, vous n'avez pas bien compris, camarades, l'édition... » Oui, vous pouvez faire ça, parce que je dis ça parce qu'il y a un travers de dire « Regardez, il faut bien comprendre dans le contexte. » Vous savez, c'est mon boulot, donc je le fais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de contextualiser comment les gens ont compris Marx, quand même ça ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas là juste pour faire de la contre-expertise. Et vous êtes là, bah non, mais il n'a pas compris, Ho Chi Minh, il a mal lu, Trotsky, il a mal lu, oui d'accord, mais bon, après il faut comprendre pourquoi ça les a... Et ce qui est intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire, et c'est là où il y a un effet Marx qui peut se répéter, qui à mon avis mérite intérêt, c'est que la plupart des leaders anticolonialistes au XXe siècle, qui se sont réclamés du marxisme, qui ont fait des choses plus ou moins bien, hein, selon les uns et les autres, c'est moins qu'on puisse dire, eh bien, si vous voulez, globalement, pour schématiser, les choses que je viens de vous dire, oui, en fait, on a bien regardé les manuscrits, on a comparé les différentes préfaces, Marx, finalement, n'est pas si européocentré que cela, eh ben, eux, ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont lu les textes, comme le manifeste du Parti communiste, qui est le plus entraînant, le plus dynamique, qu'on peut dire, ah bah ça concerne la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, vous pouvez répéter ça 15 fois, ça ne change rien. Parce que eux, ils étaient à l'autre bout du monde, dans des pays colonisés, et l'esprit du manifeste, ils ne se sont pas dit, ah non, ça c'est vraiment pour les bourgeois blancs d'Europe occidentale ou les ouvriers, ou je sais pas quoi. Ils se sont dit, c'est nous, enfin c'est pour nous, et c'est pour notre révolte. Vous voyez bien qu'il y a à la fois donc, la nécessité de le lire, dans le contexte, de le rétablir sur un certain nombre de choses, et en même temps, pas non plus, comment dirais-je, être, j'ai envie de dire, trop snob par rapport à ça, c'est-à-dire que ces textes-là, ils ont été aussi lus tels quels par des individus, des groupes politiques, pour qui Marx était une référence d'abord, hein, pour tout ce qu'il avait fait, même d'un point de vue biographique, mais aussi parce que la façon dont les textes étaient rédigés, et ce à quoi ils renvoyaient, la lutte contre l'exploitation, la lutte pour la révolution, la volonté d'analyser l'histoire sur le temps long, quand bien même les individus qui lisaient, ils n'avaient pas forcément la capacité d'analyser l'histoire, mais Marx leur disait que, ah oui, il y a des traditions sur la longue durée, il faut en tenir compte. Et bien tout ça joue beaucoup. C'est important de le comprendre, sinon on passe son temps à décortiquer les choses, et vous dites, ah ben non, les marxistes, du coup, ils n'ont pas bien compris autre. Peut-être que, évidemment, certains ont mal compris ou instrumentalisé, c'est même certain. Mais on ne peut pas faire l'impasse non plus sur les marxistes eux-mêmes et sur la façon dont ils sont mobilisés au nom de ces textes. Sinon, vous êtes un peu perdu dans cette histoire. Et j'ajouterais, et je terminerai là-dessus, il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que bon, Marx a une biographie un peu particulière qui est quelqu'un qui a évidemment à la fois une vie très précaire, de révolutionnaire, persécuté, qui a quand même bénéficié beaucoup d'aide aussi de son ami Engels, hein, qui était une grande famille industrielle, donc qui n'a pas été par rapport à d'autres, qui étaient souvent matériellement en difficulté, mais qui a même été beaucoup soutenu. Mais aussi Marx a finalement, je ne vais pas dire indépendamment de son œuvre, parce que c'est lié à son œuvre, mais a beaucoup agi aussi en termes politiques, pour l'Association internationale des travailleurs. Il a siégé dans des instances, il a été militant. Après, ce n'est pas un homme de pouvoir, ce n'est pas un homme de gouvernement, mais il a quand même eu quelques expériences politiques et autres. C'est là où après, vous aurez une progressive dissociation, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, entre des intellectuels marxistes, qui sont plutôt des universitaires en gros, et des hommes politiques qui s'intéressent de moins en moins à la théorie. Et là, le fossé se creusera. Et le moment intéressant aussi, qui est le moment de Marx, et ça je trouve que là-dessus, il y a 2-3 générations après lui encore qui sont très intéressantes de ce point de vue-là, c'est que vous avez à la fois des gens qui essayent de penser le moment historique et d'écrire à son propos, qui essayent d'analyser dans le détail un certain nombre de choses, mais qui en même temps sont des acteurs politiques. Parce que ce qui manquera beaucoup, quand même, au bout d'un certain moment, c'est la capacité un minimum articulée les deux. Alors dit comme ça paraît évidemment très simple et très bien. Il y a, ah oui, il faudrait que les responsables politiques réfléchissent un peu plus, et il faudrait que les intellectuels fassent un peu plus de politique. Bon, vous avez bien, à ce niveau de généralité, tout le monde sera d'accord. Oui, sauf que ce qui est intéressant aussi de se replonger dans Marx, et notamment dans une anthologie comme celle-ci, c'est qu'effectivement, vous voyez bien qu'à la fois, il y a des textes parfois qui n'ont pas de, comment dirais-je, de rapport immédiat avec l'actualité de son temps, qui sont assez conceptuels, hein, et qui justement traversent aussi bien les époques parce qu'ils ne sont pas en rapport avec une actualité immédiate, mais tout ce qui dit sur l'aliénation
le fétichisme de la marchandise peut convenir très bien à une époque extrêmement moderne. Et vous avez aussi des textes extrêmement situés d'intervention politique qui montrent que toute cette théorisation-là était aussi liée à une pratique. Je pense que c'est important de le montrer parce qu'il y a aussi parmi les multiples modes, vous avez aussi une mode qui consiste à dire, alors c'est à la fois bien et pas bien, à dire Marx est un grand penseur. Alors, pareil, vous n'allez pas dire, maintenant c'est pas un grand penseur, c'est bien. Parce qu'avant, il était carrément rejeté dans les années 90, il était même... si vous voulez, je prends toujours cet exemple de débat au Bundestag, donc après la réunification allemande. Vous savez, dans le Bundestag, donc le Parlement allemand, vous avez toute une série de galeries de grands portraits de penseurs allemands. Et il y a eu un débat, je ne sais plus, une quinzaine d'années, sur faut-il mettre le portrait de Marx ou pas. Donc finalement, ils l'ont mis. Donc on dit super, c'est bien, Marx est considéré comme un grand penseur. Donc c'est à la fois bien, ça le canonise un peu, donc ça permet d'avoir une légitimité pour en parler. Et en même temps, ça le démonétise un peu. Parce que du coup, vous avez une tendance, parfois, à étudier Marx pour ses textes les plus théoriques, les plus abstraits, pour son apport à l'histoire de la pensée. Et du coup, tout ce qui est arrière-plan, intervention politique, intervention de conjoncture, qui est une partie intégrale de l'œuvre de Marx, a tendance à être évacué. Hein. C'est un classique, hein, vous pouvez regarder, il y a pas mal d'ouvrages sur Marx où il n'est quasiment pas question de son intervention politique, en jugeant que ça n'a pas de portée, ou que ce n'est pas utile, ou que Marx n'a rien à dire sur l'autonomie de la politique, bon, ce qui se discute, donc voilà. Donc en gros, voilà quel était mon esprit, si je puis dire, au moment de faire cette anthologie. Et bon, c'était, encore une fois, hein, ça s'inscrit dans un ensemble global. Hein, il y a Platon, Nietzsche, il y a d'autres penseurs, y compris qui sont présentés de telle manière que, moi je ne les aurais pas présentés comme ça, mais qu'importe, c'est pas mon boulot. Et pour vous dire qu'un ouvrage comme ça a plutôt, de ce qu'on m'en a dit, alors évidemment, souvent, les gens vous écrivent des choses agréables pas tout le temps, il y a des gens qui vous écrivent des choses désagréables aussi, mais globalement, ce type d'ouvrage, à peu près, je crois, remplit sa fonction, c'est-à-dire compris pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, parce que c'est bien gentil de parler de travail et de travailler en longueur de temps, mais si, c'est pas, surtout avec Internet, hein, la disponibilité d'esprit pour lire un ouvrage a diminué dans nos sociétés. Notre temps libre de cerveau est beaucoup moins important qu'avant. Enfin, je sais pas, avant, dans ma jeunesse, je sais pas, déjà la télévision, bien sûr, mais quand vous éteignez certains nombre de trucs, il n'y avait plus rien. Bon, maintenant, non. Et donc, je vois ça avec mes étudiants, le niveau d'attention a beaucoup baissé sur le texte. Et donc, le fait d'avoir des... Bah oui, c'est une réalité, hein, on peut pas... Le fait d'avoir des extraits courts, disant quand même l'essentiel sur Marx, bon, ça permet, je crois, à un niveau relativement modeste, mais quand même, de contribuer à faire en sorte que cette pensée continue à être découverte. Et aussi, ça permet, quand vous avez un cadre un peu général comme ça, peut-être d'aller vous plonger directement dans les textes, parce que ça, c'était une demande exigeante et pénible de l'éditeur, mais je l'ai faite évidemment, c'est que chaque extrait est évidemment très référencé, c'est-à-dire qu'il y a l'œuvre à chaque fois et le chapitre correspondant pour que quelqu'un qui va y vérifier, va le voir. Bon, je ne sais pas si ça arrive tant que ça, mais en tout cas, si un extrait vous dit quelque chose et vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'était un peu l'idée de faire procéder comme cela, à la fois pour un public, il y a un public étudiant qui va lire des choses comme ça, mais aussi un public plus large qui peut être intéressé par découvrir Marx ou redécouvrir. Et voilà, donc après, aux personnes de me dire si le pari a fonctionné, mais je crois que c'est assez important de faire ce genre de choses. Et moi, je peux vous dire, hein, j'étais pas du tout dans l'esprit nécessairement de faire ça au départ. Mais voilà, je vois ce que c'est aussi des publics, même de différentes générations, et on lit plus de la même manière qu'il y a 30 ans, comme on lit plus de la même manière qu'au 19e siècle, hein, sans rien d'être nostalgique. Si vous voulez être lu, que certaines idées passent à une échelle de masse, je pense qu'il ne faut pas céder au tout venant numérique de A à Z, si je puis dire, sans jeu de mots, mais vous ne pouvez pas non plus vous réfugier dans votre tour d'ivoire. Je pense que ça, c'est un relatif bon compromis, d'autant que des ouvrages comme ça maintenant se vendent pas mal en électronique par exemple, hein, sous forme de fichiers électroniques, et les gens regardent ça sur une tablette, voilà, c'est la réalité. Il y a des gens qui ne lisent plus quasiment de papier, donc voilà, j'arrête mes digressions sur le numérique, mais c'est important, pour en parler longuement, vous savez, mes étudiants me disent, et ils ont des bons résultats, ils regardent des conférences vidéo, comme ça que vous êtes en train de faire, sur YouTube, ils n'achètent pas les livres, ils les lisent pas, ce qui viennent en cours, bon, à mon niveau on pointe plus les étudiants, mais enfin bref. Et par contre, il y a de la restitution à partir des conférences vidéo. Parce que si vous faites vous regardez 4-5 ans, voilà. Donc, tenant compte de ça, mais il faut trouver des articulations. Et c'est une articulation parmi d'autres, voilà, pour faire découvrir Marx. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit que je faisais 35 minutes déjà, j'ai dépassé. 40 même, je crois.